bonjour à tous. Nous sommes réunis Bonjour. aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on espère que vous allez bien. On espère que cette première semaine de déconfinement et de surcroît, le confinement en soi s'est passé pour le mieux, que vous n'avez pas été touché de trop près par le coronavirus. On espère que vous avez la santé. On va être réunis aujourd'hui pour à peu près 1 heure. On va voir le sommaire, mais on gardera une quinzaine de minutes à la fin pour les questions-réponses. Et on va parler de synergologie, notamment de synergologie dans le recrutement. Donc au sommaire, on va se présenter, Renaud et moi, on va présenter un petit peu ce qu'on fait, etc. Ensuite, je vais avoir le plaisir de poser un petit peu de contexte d'ordre un peu global, et puis histoire de poser certaines bases. Ensuite, Renaud vous parlera du comportement d'entretien. Donc ça, c'est un peu plus tourné vers la synergologie. Il creusera encore un peu plus avec les démangeaisons qu'on étudie et qu'on aime beaucoup dans le cadre de la synergologie. Pouvez-vous parler plus fort, me demande Fabienne. Ça va. Est-ce que c'est mieux là par hasard? En effet, est-ce que tout le monde nous entend bien? Renaud, si tu veux bien faire un petit test. Oui, c'est audible. Bon, parfait. Merci Fabienne. Donc je disais les démangeaisons, et puis ensuite nous allons faire une dernière partie avant les questions-réponses sur l'importance du questionnement, notamment le questionnement en entretien. Alors pour ce qui est des présentations, sur le slide suivant. Je m'appelle donc Louis-Augustin Calonne, je suis analyste comportementale. Donc dans ce cadre-là, j'aide mes clients dans leurs entretiens, j'assiste avec eux à des entretiens pendant lesquels j'ai une posture d'observateur. J'utilise beaucoup la synergologie qu'on va voir aujourd'hui, et j'ai des activités connexes où je suis beaucoup plus dans l'action en étant négociateur et médiateur. Je suis synergologue, donc diplômé de synergologie, et c'est grâce à la synergologie, à mon diplôme de synergologue, que j'ai rencontré Renaud, qui va se présenter également. Alors, bonjour à tous, Renaud Beaufils. Alors, je suis également synergologue, j'étais diplômé l'an dernier. Bon, contrairement à Louis-Augustin, pour moi, c'est pas vraiment mon activité principale du tout. Moi, je travaille chez Chanel, je suis responsable du développement IT pour la France. Donc, tous les outils utilisés par nos vendeurs et nos forces de vente dans les boutiques et dans notre réseau wholesale. Dans ce cadre, je gère une vingtaine de personnes, donc je suis assez souvent confronté à des problématiques de recrutement, j'en passe beaucoup. C'est un exercice que j'aime beaucoup en tout cas. Et en fait, dans le cadre de mon mémoire de fin d'études sur la synergologie, donc moi j'ai mêlé un petit peu l'approche de la synergologie avec la technologie. Donc j'ai fait un petit proof of concept de ce qu'on peut faire en mêlant les deux. Et c'est sur ce sujet en fait qu'on s'est rencontré Louis-Augustin et qu'on a commencé à se dire que il y aurait quelque chose à faire sur le sujet. Donc voilà, suite à ça, donc on a monté notre société BALI, Body Language Intelligence, que je vais laisser Augustin présenter. Vas-y, je t'en prie. Exactement. Alors Fabienne, j'ai changé de micro, j'espère que ce sera mieux. Tac, parfait. Alors, en effet, donc bon, pour ceux qui ne connaîtriez pas Clever Connect, donc déjà, on remercie Clever Connect de nous permettre de faire de co-animer, enfin de faire ce webinaire aujourd'hui. Clever Connect est un partenaire avec lequel on travaille sur un certain nombre de sujets dont on vous parlera rapidement. Clever Connect, c'est une belle grosse startup. Je pense qu'on peut même parler de groupe maintenant, qui regroupe 3 marques, Météo Job, qu'on a tous, je pense, déjà vu dans le métro. Clever Connect, c'est un peu plus de 120 collaborateurs en France et en Europe. C'est un des plus gros groupes de recrutement sur son secteur. Ce sont des passionnés du recrutement. Et donc, dans le cadre de BLI, on travaille ensemble sur l'analyse de données dans le cadre des entretiens. Et sur la slide suivante, on va pouvoir vous en dire un peu plus. Donc, en fait, BLI propose plusieurs types d'offres, du consulting en entretien, d'accompagnement en entretien, ce dont je vous ai parlé. De la négociation également. On fait un peu de formation thématique et généraliste. Et puis, sur la partie analyse de grande quantité de données, Renaud va pouvoir nous en dire un petit mot. Oui, alors ça, c'est mon grand dada, en tout cas chez Chanel, l'exploitation de la donnée qu'on en fait, c'est quelque chose qu'on faisait très peu, en fait, il y a 1 an ou 2, là, on s'y met fortement. Moi, j'aime bien cette partie-là, j'aime bien coder dedans, j'aime bien récupérer la donnée. Et autant la synergologie était un domaine qui était plutôt assez manuel jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on regardait quelqu'un parler, on notait des déplacements de la bouche, des clignements d'yeux, des démangeaisons. Par contre, c'est vrai que relier les informations entre elles, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas trop, ou difficilement, manuellement, en loupant des choses.
Et surtout, lorsqu'on avait une grosse quantité de données, on n'en tirait pas des conclusions à l'échelle de la société, à l'échelle de centaines de candidats, à l'échelle de plein de gens qui répondent sur une thématique particulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait explorer. Donc on est en train de se faire constituer une grosse quantité de vidéos qu'on a analysées et on essaie de voir en fait les liens entre ce que la personne dit, la communication non verbale, s'il y a des réactions fortes sur certaines thématiques. C'est beaucoup ce qu'on va regarder dans le cas des entretiens, le travail qu'on va un petit peu faire avec l'EverConnect. Donc voilà pour cette partie-là. Pour ce qui est de la on va... Vas-y. Merci. Pour ce qui est de la présentation de la synergologie, maintenant que mes problématiques de micro sont a priori résolues, la synergologie, c'est donc une discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel. Concrètement, on va voir un petit peu comment ça se passe et Renaud nous expliquera pourquoi ça se passe et pourquoi ça marche. C'est une discipline qui a été créée il y a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant, me semble-t-il, par le docteur Philippe Turchet. C'est une discipline qui regroupe à l'heure actuelle une quinzaine de docteurs sur des disciplines qui sont en lien avec la synergologie. On vous a mis certaines informations, le logo, l'Institut européen de synergologie avec lequel on s'est formé avec Renaud, le site internet bien sûr. Et sur la slide suivante, vous allez voir un certain nombre de points de contact. C'est aussi pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous voyez sur le visage et sur le corps, avec des codifications qu'on connaît en tant que synergologue, un certain nombre de points de contact, qui permettent, en fonction de ce qui est dit, en fonction du contexte, qui va nous permettre à nous synergologues, d'analyser ce qui est dit, comment c'est dit, et de voir dans quelle mesure est-ce que c'est congruent, pas trop, et dans quelle mesure il faut questionner par la suite pour en savoir un petit peu plus. Donc ça, voilà, c'est un rapide panorama de la synergologie. En ce qui concerne le contexte sur la slide d'après, l'idée c'est de commencer par casser peut-être quelques préjugés. J'ai l'habitude d'entendre auprès de clients, mais pas que, d'ailleurs certains candidats, etc., qui me disent dès que je vois quelqu'un qui a les bras fermés, ou pour un client ou un candidat qui me dit surtout je ne croise pas du tout les bras en entretien parce que c'est un signe de fermeture, eh bien c'est faux. Le croisement de bras ne suffit pas à lui-même pour déceler de la fermeture. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a de grandes chances que, comme moi, lorsque vous aviez fini en école primaire et même peut-être un peu secondaire, vos exercices en avance, et bien que votre prof, enfin votre maître ou maîtresse vous disiez, tiens, bah, écoute, tu attends la tête dans les bras croisés. Plus tard, ça s'est un peu confirmé dans un cadre peut-être différent de l'entretien, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue, un cocktail ou que sais-je, vous êtes en position debout et on vous a appris également probablement à ne surtout pas mettre vos mains dans vos poches parce que c'est globalement plutôt assez mal perçu. Et donc, du coup, plutôt que d'attendre les bras ballants, si comme moi, vous êtes assez grand avec des bras dont on ne sait pas toujours quoi faire, eh bien, les croiser, ça peut corroborer une écoute complètement active. Donc, ne pensez pas, alors ça peut venir étayer le fait qu'en effet la personne soit en position de fermeture, mais le fait que les bras soient croisés ne suffit pas du tout à conclure que le candidat avec lequel vous êtes en train d'échanger est fermé. Donc faites attention à ça, ça ne se suffit pas. Deuxième préjugé que j'entends assez régulièrement et que probablement vous avez déjà entendu aussi, on voit assez régulièrement sur Internet ce qu'on appelle les cadrans du regard. On en a en synergologie, il y en a aussi en programmation neurolinguistique à laquelle je suis formé. Ces cadrans du regard, ce sont des représentations du regard en haut à gauche, en haut à droite, en haut, en bas, etc. Et qui expliquent que vous êtes plutôt en train de vous remémorer de l'auditif, en train de créer un visuel, et que donc du coup, un candidat, mais a fortiori quelqu'un avec lequel vous êtes en train d'échanger, qui aurait tendance à avoir un regard fuyant, eh bien, ça pourrait être un signe de manque d'authenticité, voire de fuite, voire de mensonge. Eh bien, c'est pas le cas. Les études scientifiques récentes montrent qu'au contraire, alors, c'est à moduler, enfin, disons que parfois ça peut être un peu plus compliqué que ça, mais globalement, un menteur va plutôt avoir tendance à vous regarder fixement pour voir dans quelle mesure est-ce que vous êtes en train de croire à l'histoire qu'il est en train de vous raconter. Donc non, quelqu'un qui croise les bras, ce n'est pas forcément un signe de fermeture, et non, quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, c'est pas pour ça qu'il est en train de vous mentir. Il y a un autre contexte, Renaud nous montrera un petit exemple dans le cadre d'une vidéo qu'il a analysée un peu plus tard, qui concerne la synchronisation. Alors la synchronisation, vous l'avez probablement tous déjà vécu, vous êtes en train de discuter d'un sujet qui vous plaît avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien autour d'un verre par exemple,
Et à un moment, elle ou vous êtes en train de commencer à prendre une gorgée et dans les secondes, voire quasiment instantanément, la personne boit également une gorgée. Au-delà du fait que l'alcool est à consommer à modération et soit dangereux pour la santé, eh bien, cette espèce de synchronisation du fait que vous buvez tous les deux en même temps, eh bien, ça traduit la synchronisation. La synchronisation est un signe du fait que la qualité de la relation est bonne et que le contexte et le sujet sont bons. Cela étant dit, cette synchronisation, on peut essayer de l'amener, on peut essayer de la provoquer dans le cadre d'un entretien ou dans le cadre d'une discussion, quelle qu'elle soit. Alors, comment faire? En essayant d'imiter. Alors, je fais attention en disant ça parce que l'idée, c'est de rester focus, bien sûr, sur une écoute active, de rester focus sur les questions que vous avez à poser, etc. Donc, il ne faut pas non plus se déconcentrer, mais essayer d'imiter le timbre de voix, la gestuelle, pas forcément dans un niveau de détail très précis, mais en tout cas dans les grandes lignes, essayer de parler aussi fort ou aussi peu fort pardon, que le candidat avec lequel vous êtes en train d'échanger, essayer d'adopter la même posture que lui sans le singer. Alors, on utilise ce terme un peu vulgaire, mais l'idée, c'est qu'en effet, il ne faut pas que la personne s'en rende compte. Il ne faut pas, surtout, il ne faut pas que ça vous gêne. Mais en essayant de s'adapter de manière bienveillante au comportement de la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger, eh bien, vous allez faciliter cette synchronisation. Alors, pourquoi faciliter cette synchronisation? Parce que ça va vous permettre d'avoir une relation qui soit la plus qualitative possible, qui soit la plus authentique possible. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va vous aider, surtout lorsque vous êtes en face à face, à obtenir le maximum d'informations, sous-entendu à avoir un panel et une vision du candidat qui soit la plus objective possible, la plus complète possible et qui vous aidera à choisir, si c'est le cas entre plusieurs candidats, de manière la plus sereine possible. Donc cette synchronisation, encore une fois, il faut pas forcément la forcer d'un point de vue purement... il ne faut pas l'exagérer en tout cas, mais essayer petit à petit peut-être, sans perdre en concentration toujours, de la mettre en place. Ça peut être un bon outil pour avoir une qualité de relation qui soit importante. Supposons que cette synchronisation ne suffise pas ou vous soyez face à un candidat qui soit vraiment très stressé, qui ne soit pas du tout à l'aise parce qu'il a vraiment envie du poste, parce que, il peut y avoir plein de raisons. Un élément de contexte factuel qui peut jouer, ce serait éventuellement d'essayer supposons que vous soyez face à face avec une table au milieu, essayer de peut-être décaler la table avec laquelle vous êtes. Et parce qu'en fait, le fait d'être face à face, il y a clairement un côté confrontation. On verra les différentes positions de chaise un peu plus tard, mais lorsqu'on est face à face de quelqu'un, en effet, avec une table au milieu, donc, il peut y avoir ce côté confrontation, il peut y avoir ce côté un peu combat qui peut être contre-productif dans le cadre d'un entretien si vous voulez tirer le meilleur de la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger. Donc, supposons que la synchronisation ne soit pas suffisamment efficace, pensez à peut-être essayer de changer un petit peu la configuration de la pièce, soit en live, soit pour les prochaines fois. Je vous ai mis un premier croquis. Alors, est-ce que c'est un 6, est-ce que c'est un 9? C'est une bonne question. Malheureusement, on n'a pas le temps de vous demander si vous voyez plutôt un 6, plutôt un 9. Peu importe. L'idée avec ce croquis, c'est d'utiliser l'ensemble des outils et des conseils qu'on va vous donner pour être sûr qu'avec la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger, a fortiori dans un entretien, de bien être sûr d'être du bon côté du 6 ou du 9. Le questionnement, c'est important, on le verra un peu plus tard, mais même sans ça, la position apportée, la synchronisation éventuellement et tout un tas d'outils peuvent permettre de se mettre du même côté, d'essayer de regarder dans la même direction pour avoir une qualité d'échange qui soit la plus pertinente possible. Pardon. Je ne sais pas dans quelle mesure, et ça c'est les limites des webinars à distance et du fait qu'on ne puisse pas échanger, qu'on ne puisse pas se voir, mais je ne sais pas trop dans quelle limite est-ce que vous êtes familier des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont donc de manière rapide, ce sont ces raccourcis finalement faits par le cerveau pour économiser de l'énergie, enfin peu importe, mais en tout cas ce sont ces raccourcis faits par le cerveau, il y en a à peu près 200 et qui vous permettent d'avoir une prise de décision qui soit plus rapide. Par prise de décision, je n'entends pas forcément quelque chose de toujours très impactant, mais les biais cognitifs sont présents, même si on sait qu'ils existent, on est tous concernés. Et ces biais cognitifs vont avoir tendance à influencer positivement, souvent l'influence peut être perçue comme étant assez négative, vos choix, votre impression par rapport à un candidat, quel qu'il soit. Petit exemple, vous êtes en train d'échanger avec un candidat qui a le même prénom que votre fils, votre fille. Vous êtes en train d'échanger avec un candidat qui a votre passion pour le rugby.
Vous êtes en train d'échanger avec un candidat qui est passionné de luxe et qui adore Chanel. Vous êtes en train d'échanger à l'inverse avec un candidat qui n'aime pas du tout Paris, qui a très mal vécu le confinement, enfin peu importe. Dès lors qu'il vous ressemble pas trop, vous allez avoir tendance assez naturellement, et sans vraiment trop vous en rendre compte parfois, à peut-être le catégoriser de manière plutôt positive ou plutôt négative. Donc, ayez bien en tête lorsque vous faites le débriefing ou lorsque vous êtes en train d'échanger avec un candidat que peut-être l'impression que vous êtes en train de vous faire, vous êtes du côté 6, lui du côté 9, que peut-être que l'impression que vous êtes en train de vous faire est un de vos biais cognitifs qui est en train de jouer. Donc, l'objectif de notre présence dans le cadre d'entretien, c'est justement essayer d'avoir ce recul nécessaire pour avoir une objectivité qui soit la plus grande possible. Et ayez bien conscience que les biais cognitifs, malgré tout, dès lors que vous êtes concerné, dès lors que vous avez une écoute active, dès lors que c'est compliqué d'avoir cette distanciation, eh bien, vont jouer. Alors, ces biais cognitifs, ils se traduisent également avec l'intuition. Je pense qu'on est tous au courant maintenant qu'on se fait une impression d'une situation ou même de quelqu'un dans les premières secondes d'une rencontre pour tout un tas de raisons. Cette impression peut être bonne ou moins bonne. On a pour habitude de dire que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Alors, tout ça, c'est souvent utile, ça permet souvent d'être dans le juste, et tant mieux. Cela étant dit, il y a une grosse partie où on est dans l'erreur et où c'est pas bon. Donc, ayez bien ça en tête. Dernier petit croquis qui, il me semble, illustre bien les biais cognitifs. Voilà, lorsqu'on est victime de nos biais cognitifs, eh bien, on est un petit peu comme étriqué dans ces espèces de lunettes. On ne voit pas du tout ce qui se passe aux alentours. Parfois, on n'arrive pas à croiser la vision et le point de vue de la personne avec laquelle on est en train d'échanger. Donc, être en capacité d'enlever cette visière, ça peut être un bon point. On va pouvoir passer, maintenant que le contexte est posé, Je veux juste un petit ouais. mot là sur le biais d'intuition, donc qui va jouer le fait d'avoir une impression dès les premières secondes. On sait maintenant, il y a de nombreuses études sur le sujet, que l'être humain va chercher à renforcer sa première impression. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que les mécanismes de récompense font qu'on aime mieux une situation qui s'est bien produite si on a suivi son intuition initiale. On est moins satisfait si on suit sa réflexion. Et du coup, il y a tout un processus inconscient d'essayer de valider son impression initiale. Alors, ça, on sait aussi, il y a pas mal d'études sur le sujet, je pourrais vous les passer si vous voulez, que c'est un gros frein sur les recrutements de candidats très qualifiés. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises à cause de ce biais. En fait, là-dessus, moi, je propose une solution pour ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche relativement bien. C'est-à-dire surtout quand je fais passer l'entretien avec une deuxième personne, donc un deuxième personne qui sera de mon côté, hein, qui va regarder le candidat. En fait, on voit le candidat, on lui dit bonjour, on l'amène dans la pièce, et après on s'isole et on se dit qu'est-ce que tu en as pensé. Et en gros, on compare notre impression initiale. Et du coup, en fait, assez souvent, on a ces réactions de il a l'air flegmatique, un petit peu hautain, ce genre de choses. Tous ces comportements qu'on peut avoir en situation de stress. Et du coup, en fait, on se dit, puis on essaie de trouver la qualité inverse dans l'entretien. En fait, on va essayer de chercher ça. Donc, s'il est hautain, on va essayer de chercher un côté chaleureux dans ses expériences passées. S'il a l'air pas très rigoureux, on va voir sur sa méthodologie si on peut trouver des choses positives. Et en fait, on essaie de lutter contre son impression initiale, voir si on trouve quelque chose qui est pas conforme en fait à ce qu'on pensait initialement. Et j'aime bien cette façon de faire. En fait, je trouve que ça compense assez bien l'impression initiale. Voilà pour ma petite expérience sur le sujet. Du coup, je vais enchaîner avec la partie Synergo en tant que telle. Alors, juste un petit point, parce que je pense que forcément, à un moment donné, moi ou Augustin, nous allons mentionner ce terme. Alors, on parle d'item en synergologie. Un item, c'est un comportement, une expression non verbale qu'on peut observer. Donc, par exemple, si je me gratte, comme vous avez vu Augustin se faire plusieurs fois là, dans l'arrière de la tête pendant sa présentation, ça, c'est un item. Si je cligne des yeux 3-4 fois d'affilée, alors que normalement, un clignement des yeux, c'est toutes les 4 secondes en moyenne, ça, c'est un item. Si je change de position, je mets plutôt vers l'avant, ensuite je passe vers l'avant, je mets d'un côté sur l'autre, je vais vous montrer le côté droit, le côté gauche de mon visage. Tout ça, c'est des items. Tout ça, on les étudie. Tout ça, alors,
on leur donne une signification qui, toute seule, n'est pas suffisante. En fait, on essaie d'en regrouper 2-3 qui ont à peu près la même signification pour se dire qu'il y a vraiment quelque chose, qu'on a observé quelque chose. Et en fait, là, bon, je vais vous montrer un petit peu, alors on va aller vite, hein, mais vous aurez les slides après, quelques items significatifs, en tout cas ceux sur lesquels moi je porte beaucoup mon attention en entretien. Alors, on ne peut pas vraiment commencer sans évoquer le concept majeur de la synergologie. Enfin, c'est en tout cas un des concepts qui structure pas mal tout ce qu'on observe. C'est ce qu'on appelle la proxémie. Alors, la proxémie se définit comme la manière d'occuper l'espace. En termes de relations interpersonnes, ce qu'on va regarder, c'est la distance de l'un à l'autre. Et en fait, la plupart des items qu'on va observer vont jouer sur cette distance, ou la rapprocher ou l'éloigner. Alors, juste un petit mot là-dessus, je pense que moi aussi, c'est partie des connaissances communes. La distance à l'autre avec laquelle on est confort va dépendre de pas mal de sujets. Alors, je pense que vous avez déjà tous vu une époque, il y avait plein d'études sur le sujet, et il y avait ces photos toujours qui montraient des gens en train d'attendre le bus au Caire, et puis après à Oslo, ou en Angleterre, je crois que c'est en Angleterre où les gens sont le plus distants les uns des autres. Et au Caire, ils sont collés les uns contre les autres. Et à Oslo ou à Londres, par contre, les gens ils se mettent à 3-4 mètres de distance s'ils ont le choix. Donc il y a un gros contexte culturel. Donc au sud, en général, on est plus proches les uns des autres. Au nord, on est plus éloignés. Il y a une vraie question de caractère aussi. Hein. Moi, je suis un vrai introverti. J'aurais tendance probablement à être beaucoup plus loin que quelqu'un qui est plutôt type extraverti / mal alpha. Et après, par contre, ce qu'on va regarder, donc, c'est la qualité de la relation. Et ça, c'est ce qu'on va regarder en entretien, et en gros voir si le contact passe bien ou pas, et on va tirer l'œil sur s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc concrètement, ça va beaucoup se voir sur ce qu'on appelle les positions de chaise, c'est-à-dire la façon dont on se tient sur une chaise. Donc là, concrètement, si vous êtes en face du candidat, il va s'asseoir normalement relativement bien, puis après, normalement, il y a une position qui devrait s'établir. Alors, soit vers l'avant, sont plutôt des positions d'intérêt, soit vers l'arrière, sont plutôt des positions de recul. Notamment, moi, quand je commence en général, on peut présenter un petit peu l'organisation Chanel pour que les gens sachent qu'ils ne vont pas créer des sacs. C'est pas ça qu'on propose. Donc, en général, ils se mettent plutôt en arrière. Parce que c'est des positions d'écoute, et puis surtout, c'est le début de l'entretien, il y a souvent un petit stress. Après, il y a des gens qui sont offensifs dès le début, des gens qui sont à l'aise en entretien dès le début, qui se mettent plutôt vers l'avant. Donc ça, c'est une position qu'on va dire une position neutre. C'est-à-dire tout ce qu'on va observer ensuite sera par rapport à cette position initiale. Et donc, ce qu'on va regarder, et ce qu'on regarde toujours en synergologie, c'est le moment où ça change. En gros, le moment où je suis en arrière, vous me dites quelque chose, vous évoquez quelque chose qui n'était pas sur la fiche de poste et qui, moi, me parle particulièrement, je me mets vers l'avant, vous avez capté mon intérêt. Par contre, à l'opposé, si je suis très en avant, vous allez indiquer une compétence requise pour le poste, mais qui n'était pas marquée sur la fiche de poste, et moi je ne l'ai pas, donc peut-être avoir tendance à mettre en retrait. Alors, donc, c'est vraiment à prendre au sens littéral, hein. On va se rapprocher sur l'intérêt, on va s'éloigner quand il y a un problème. Après, ce qu'il faut observer, en tant que tel, ça n'a pas trop d'intérêt d'observer ça. Ce qui est intéressant, c'est la communication qui va avec. Donc, je vous dis quelque chose, je vous dis, il faut cette compétence, et je ne l'ai pas mis sur la fiche de poste. La personne se met en arrière, continue à sourire, continue à me parler, me dit tout va très bien. Là, il y a quelque chose de non congruent. Donc, la communication non verbale a dit mise en retrait. La communication verbale a dit il n'y a pas de problème, tout va bien, j'ai les compétences. Donc, c'est là où il faudra poser une question pour voir s'il n'y a pas une dissonance. Donc, puis, vice versa, si la personne se met en avant sur une thématique en particulier, alors que rien verbalement n'a expliqué ce qui l'intéressait, c'est aussi intéressant de poser cette question-là. Donc, en gros, voilà, ça va donner des informations en plus. Si on va encore un petit peu plus loin, donc là, je vous ai mis un schéma. Alors, Augustin avait fait remarquer que c'était pas forcément très clair. Donc, en gros, on imagine que moi, je suis sur la chaise ici, ma droite est ici, ma gauche est là, mon interlocuteur est là. Et donc, en gros, ça me donne toutes les postures. Donc, en gros, il y a les positions vers l'avant, vers l'arrière, les positions neutres, et les positions à droite, à gauche, et les positions neutres. Et vous allez voir, vous avez tout un ensemble de noms qui sont mis sur chacune des positions. Typiquement, les positions en arrière-gauche sont vraiment la position de fuite par excellence. Ainsi, vraiment, j'ai envie de quitter la pièce parce que c'est quelque chose qui me met vraiment très mal à l'aise. Plutôt rentrer en arrière-gauche. Si je suis vraiment intéressé, offensif, je vais être plutôt en avant-droite. Donc, avant, intérêt, arrière, recul. Droite, on est plus rigide.
offensif, plus gauche, on est plus laxiste, plus désengagé. Alors, c'est aussi à voir que, par exemple, le conflit qu'il peut y avoir dans un débat d'idées, c'est aussi de l'intérêt. Hein. Dans les débats politiques, vous allez voir, notamment pour les présidentielles, à chaque fois les grands débats, les candidats sont quasiment toujours en avant, quasiment toujours en avant droite. C'est des positions d'attaque, donc on est très intéressé par ce que dit l'autre, mais pour le démontrer. Et voilà à peu près comment ça s'interprète. Alors ça donne beaucoup d'informations hein, sur la façon dont la personne va se tenir, ça donne beaucoup d'informations sur ce qui est en train de se passer. Après, dernière chose à observer sur la position, c'est le croisement de jambes. Alors bon, je vous ai mis 2 photos, je pense que les deux sont vraiment très très clairs. Sur la première, celle en haut, ça se passe clairement mal et on essaie de s'éloigner le plus possible de l'interlocuteur. Celle d'en bas, ça se passe très bien. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la jambe qui est la plus haute, en fait, et voir si elle est plutôt en opposition par rapport à l'autre, comme c'est le cas ici. Donc, une espèce de barrière de défense par rapport à l'autre. Et ici, par contre, ça permet en gros, ça met la personne dans sa bulle. Il faut imaginer une bulle ouverte. Là, elle est vers l'autre. Alors là, elle est plutôt vers l'arrière, elle est plutôt vers l'extérieur. Et bon, enfin, si on retourne sur les contextes de proxémie, hein, je pense que c'est assez évident. Hein. Là, ce que ça permet de faire, c'est de mettre le corps en arrière. Et ici, plutôt de le mettre en avant. Donc, encore une fois, on se rapproche de l'autre, on s'éloigne de l'autre. Donc ça c'est observable uniquement si on n'est pas en face de l'autre. Hein. Sinon, on n'en fait absolument rien. Donc, je rebondis un peu sur le type de Louis Augustin tout à l'heure. C'est qu'il vaut mieux ne pas être en face de la personne. Ça permet d'observer encore une dimension en plus sur la partie non verbale. Bon, après, la jambe, que ce soit la droite ou la gauche sur l'autre, ça n'a pas... Enfin, nous, on n'en tire aucune information importante. Alors, un petit easter egg, là, pour le coup, ça, j'aime bien, là, je trouve ça amusant. Alors, la goutte de malaise, ce qu'on appelle, nous, la goutte de malaise. Donc, la goutte de malaise, qu'est-ce que ça va être? Ça va juste être le fait de boire dans son verre. Alors, la question, c'est à quel moment on boit dans son verre d'eau. On boit quand on a soif. On n'a pas soif souvent, en fait, et on n'a surtout pas soif lorsque toutes nos capacités cognitives sont occupées à faire autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, on entretient, à part si vraiment, pour une raison ou une autre, on vient passer un entretien et qu'on ne veut pas l'avoir, on aura un certain niveau de stress, on va être concentré sur ce que dit l'autre, on va chercher à être cautionné dans ses compétences, et on ne va pas penser à boire, en fait. À aucun moment, on va penser à boire. Donc, moi, je vous conseille, je fais toujours ça chez Chanel, parce qu'on a en plus des carafes d'eau et des verres un petit peu de partout, donc je mets toujours une carafe d'eau et des verres et j'en mets au candidat. Souvent, il a soif quand il arrive parce qu'il a couru pour arriver à l'entretien, donc il boit son verre d'eau, on commence l'entretien, je resserre un deuxième verre d'eau et là, par contre, c'est ça que je vais regarder. Ça, c'est un item vraiment significatif. Donc, lorsque l'entretien commence, en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, même si on ne cherche pas, on va mettre le candidat mal à l'aise. Et à ce moment-là, souvent, on verra prendre le verre et boire. Ça permet plusieurs choses. Hein. Déjà, ça permet un peu de se couper de l'interlocuteur. Ça permet de se donner une contenance. Donc, qui dit j'ai soif, en fait, j'ai soif, donc je bois. Ça fait gagner plusieurs secondes. Ça permet de trouver une réponse à la question qui est posée. Ça permet de retrouver une stratégie. Ça permet de faire à peu près tout ça. Le truc qui est assez marrant, c'est que souvent, on voit des gens essayer de boire dans un verre vide, en fait, parce qu'ils ne sont pas perçus que leur verre est vide, ils n'ont pas vraiment soif, ils prennent leur verre, c'est de la stratégie, puis ils portent le verre à leurs lèvres, et puis il n'y a rien dedans. Mais bon, ça a permis de gagner du temps. Alors, je vous invite, on a fait le test, les vidéos ne passaient pas en utilisant Zoom, c'était trop haché, mais je vous invite à regarder cette vidéo, elle est très amusante. Là, c'est une série humoristique canadienne où il y a des gens d'un certain âge qui se baladent en ville et qui vont aller taquiner des gens beaucoup plus jeunes. Et donc là, il y a la dame qui va aborder ce groupe de 2 hommes là, qui sont manifestement très à l'aise ensemble. Ils ont un non-verbal qui est très détendu, avec chacun un petit verre à côté. Et elle leur dit qu'est-ce que vous faites les jeunes? Ils disent on attend des amis. Et après, elle leur dit vous voulez pas qu'on fasse quelque chose ensemble parce que je me sens coquine. Et alors là, avec à l'unisson parfait, et ils prennent tous les deux leur verre, donc le type de synchronisation qu'indiquait Louis Augustin tout à l'heure. Ils le portent à leurs lèvres et ils ne trouvent jamais de réponse en fait. Elle finit par partir. Et là, c'était vraiment un super exemple, je trouve, de goutte de malaise. Mais à partir du moment où vous allez observer, vous allez voir, vous allez en voir plein. Alors ça, c'était quelques systèmes à regarder en fac. Alors il y en a un qui est assez majeur,
ces démangeaisons et ça va faire le lien avec les schémas que vous montrez, Augustin, tout à l'heure, sur les parties du corps et du visage, sur tous les points qu'on observe. Alors, les démangeaisons, c'est quelque chose qui est un sujet qui est un phare de la dermatologie en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui font plein d'études sur le sujet. C'est un domaine qui est encore en pleine évolution. On a plein de nouvelles connaissances sur le sujet en permanence. Alors, j'essaie de résumer l'état des connaissances avec mes mots, je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais en gros, il y a 3 raisons de se gratter. Alors, le premier, c'est le piqûre d'insectes. L'être humain a été habitué à essayer de se prémunir de ce genre de choses à cause des maladies que ça pouvait transmettre. Moi, je fais passer des entretiens à Paris. Il y a peu d'insectes à Paris. Les problèmes de peau, ça, on a tous, à part Louis Augustin. Ça arrive de temps en temps. Et après, il y a le troisième, qui est le moins connu, c'est ce qu'on ne s'explique pas. Alors, on ne se les explique pas, mais un petit peu quand même. En fait, il y a plein de psychologues qui ont étudié le sujet. Il y a notamment Boris Cyrulnik, qui est un splendide psychologue. Je vous invite à lire tout ce qu'il écrit, c'est toujours fabuleux. Qui travaille beaucoup avec les enfants traumatisés. Lui-même, il a eu une enfance très difficile pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui avait fait cette observation que les enfants traumatisés se grattaient beaucoup plus que la moyenne. Et il y a beaucoup de psychologues qui l'ont noté dans des situations vraiment très difficiles pour les gens, on se gratte beaucoup plus. Alors, on sait qu'au niveau du cerveau, il y a tout un mécanisme qui nous arrive de l'évolution, qui fait que le fait de se démanger procure une sensation de plaisir, qui est bien supérieure à la sensation de douleur qu'on aura après du fait le fait de s'être gratté. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le fait de se gratter inhibe des zones du cerveau. Inhibe les zones du cerveau qui sont liées au processus d'aversion et de douleur, donc tout ce qui est difficile pour nous à vivre. Donc, ce qu'on sait à peu près maintenant, c'est lorsque il va se passer quelque chose de mauvais pour moi, je vais voir un acte violent devant moi, on va me prendre rendez-vous en entretien, quelque chose comme ça, je vais avoir un malaise, alors qui est généré, toujours l'éternel débat par le corps, par le cerveau avant, c'est pas trop. Donc une zone du cerveau va s'activer qui va qui provoque cette sensation négative. Ça va provoquer une démangeaison sur le corps, dans la partie du corps qui est liée à la partie du cerveau qui a été sollicitée. Il y a différentes zones du cerveau en fonction du type de malaise et chacune est liée à une zone du corps en particulier. Du coup, ça va me provoquer une démangeaison, je vais me gratter, et le fait de me gratter inhibe la zone du cerveau, et ça va rendre la situation difficile plus supportable. Donc en fait, le mécanisme est celui-là. Si je le refais rapidement, il se passe quelque chose que je trouve désagréable, une zone de mon cerveau qui s'active, la zone du cerveau active une démangeaison quelque part sur le corps, je me démange, ça inhibe la zone du cerveau, et donc je me sens mieux. Je vous ai mis quelques références, si vous voulez voir, c'est celui-là super intéressant. Alors, du coup, en synergologie, si on a observé tous les endroits du corps où on pouvait se gratter, donc là, je vous ai mis le visage, mais sur la première partie, il y avait toute la partie du corps. Alors ça, c'est que les zones avant, après, il y a toutes les zones derrière. Il y en a un petit peu moins, on se gratte un peu moins derrière que devant, mais il y a énormément de points différents. Chaque zone du corps donc, est liée à un type de problématique particulier, donc on verra des exemples après, mais je vais vite passer dessus. Donc, le nez, en gros, il y a tout ce qui est sentir, au sens figuré, au sens sentir une situation. Tous les non-dits se passent en général dans cette zone. Le rejet va se passer dans cette zone aussi. Tout ce qui est joue, là, on est plus dans l'agressivité. On dit mordre, mais tout ce qui énerve sera plutôt par là. La moustache, moi, quand j'ai des soucis avec ma manager, qu'elle m'énerve, souvent la moustache, c'est l'autorité. Les yeux, pareil, voir au sens figuré. Si je ne veux pas voir une situation, j'aurais tendance à me gratter l'œil. Les sourcils, alors on est plus sur l'imagination, c'est une zone qui est un peu moins sollicitée en temps normal. Le front, les tempes, ça c'est assez trivial, c'est tout ce qui est réflexion, on va beaucoup se gratter dans ces endroits-là. La bouche, le plaisir est dans la bouche. Les oreilles, tout ce qui est entendre, écouter. Après, sur le corps, là c'est des zones plus vastes, un peu moins fines en tout cas dans l'analyse. Le cou, ça sera tout ce qui est communication. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup en entretien, les chances de gratter à des moments où la situation leur échappe. Le torse, on est plutôt sur l'ego. Le ventre, c'est assez rare, c'est sur les positions matérielles et affectives. Le bassin, on n'en voit quasiment jamais. On voit ça chez les grands primates qui ont tendance à se gratter dans cette zone-là quand ils sont dominants. Les bras, on est plutôt dans les liens affectifs et les jambes, ça lié très au lien physique et à l'ancrage.
tout ça est très théorique. Alors, on va passer sur des cas pratiques. Alors, je vous ai mis 2 slides avec les liens qui vont avec. Le premier, c'était une interview de Fabrice Lucchini par Émeric Caron. Alors, elle est assez amusante. En gros, bon, les deux se connaissent, hein, ils se cherchent assez souvent en interview. Donc, Émeric Caron avait un peu cherché Fabrice Lucchini, qui était très, très, très en verve ce jour-là. Sur son allégeance politique, donc en lui disant qu'il devrait avouer qu'il était de gauche, alors que Fabrice Lucchini se dit de droite. Donc, Fabrice Lucchini part sur une énorme tirade en mode provocateur en disant « Ok, vas-y, prouve-moi que je suis de gauche. » Donc là, Émeric Caron ne s'attendait pas du tout manifestement à une telle réaction. Donc là, il commence à perdre ses mots et puis tout de suite, il se gratte l'arrière de la tête. Et on se dit, vraiment, moi j'ai sous-titré, mais là, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué, ça se sent vraiment. Il y a tout un ensemble de comportements de malaise. Donc déjà, ça va être malaisé. Ça va être compliqué, donc il cherche un peu ses mots. Il balance une réplique un peu pauvre. Il se fait exploser par Fabrice Lucchini, qui n'arrête pas de le couper chaque fois qu'il essaie de prendre la parole. Donc là, je vous ai mis la partie intermédiaire. À ce stade-là, il s'est fait couper 4 ou 5 fois. Il a vraiment du mal à récupérer. Et il s'est dit comment je vais réussir à m'en sortir. Donc on va se gratter le sourcil droit vers l'extérieur, chercher à imaginer une réponse. Après, il continue. Et vraiment, il est très, très en difficulté. Et il y a ce dernier grattage là, sur la joue droite où on se dit vraiment, je suis en train de faire moucher. Là, on sent qu'il est en train de perdre pied. Après, alors j'en ai mis 2 autres. Alors, une première en interview d'Idriss Aberkan, qui se fait vraiment ce geste-là là, qu'on voit assez souvent sur le nez, essayer de fermer le nez, vraiment je ne veux pas sentir la situation. Alors je ne le connais pas très bien, hein, c'est une référence de Louis Augustin. Il parle de LSD à ce moment-là et de 2 autres drogues en disant que c'est la seule façon de plus faire fonctionner son cerveau que ce qu'on fait en temps normal. Bon, je ne connais pas suffisamment son histoire pour avoir quelque chose à dire là-dessus. Après, je vous ai mis une interview de Roland Dumas, où là, il y a beaucoup de démangeaisons à voir. Il parle de secret d'État, il parle de ses relations avec les femmes, il parle de plein de choses. Donc là, je lui ai mis à un moment donné où c'est pareil, là, il se gratte l'arrière du cou. Alors déjà, en général, se gratter le cou, c'est plutôt c'est mauvais sur ce qu'on a dit à dire, mais l'arrière est encore plus, on n'a vraiment pas envie de parler. Et donc là, sur une situation difficile dont il ne dira rien. Et une autre aussi où là, on parlait carrément d'assassinat d'État, donc assassinat commandité par François Mitterrand, et puis à un moment, il met la main devant la bouche. Alors ça, c'est très équivoque. Enfin, non, c'est pas équivoque du tout, pardon. C'est main devant la bouche. Enfin, je dirais rien sur le sujet, et il n'a d'ailleurs rien dit du tout. Alors, je vais finir avec 2 petites... Je suis en retard? Non, pas trop. Je vais finir avec 2 petites anecdotes en entretien, des entretiens que j'ai eu récemment. Alors, le premier, c'était, je voyais un consultant pour un poste de gestion de projet, et autour d'un déjeuner. Donc, c'était un consultant, il venait avec son commercial. Donc, on passe le déjeuner, l'entretien se passe plutôt bien. Il était sympathique, il avait l'air d'être compétent. Il travaillait pour Sephora. Enfin, il venait de finir une mission. Il finissait une mission chez Sephora. On a beaucoup de gens chez Chanel qui viennent de Sephora. Donc, à la fin, donc le consultant part, je reste avec le commercial. Et donc, je lui dis, bon, ça s'est bien passé, je pense que je vais probablement le prendre. Je dis, bon, de toute façon, je lâche comme ça, je ne sais pas pourquoi je dis jamais ça. De toute façon, si j'ai besoin d'avoir une référence, je pourrais demander parce qu'on connaît plein de gens qui ont travaillé chez Sephora. Et alors là, le commercial a fait ce petit geste-là là, de se gratter l'extérieur de l'avant-bras, là, qui pour nous est considéré vraiment comme un geste de défense. Alors, ça m'a intrigué. Je venais juste d'être diplômé synergologue il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, bon, je vais être scolaire, je vais quand même vérifier. Donc, j'ai passé j'ai pris mon téléphone, j'ai passé un coup de fil à un de mes collègues qui avait travaillé chez Sephora. Je lui ai demandé de prendre une référence. J'ai eu la référence quelques dizaines de minutes après, qui était catastrophique. Vraiment, apparemment, il faisait du très très mauvais boulot, il était totalement incompétent selon ses collègues. Donc, je ne l'ai pas pris. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, à contrario, c'est avec Léo, là, notre UX designer. Donc c'était il y a 3 semaines, je pense, un truc comme ça. Donc on parlait méthodologie à un moment donné, et méthodologie agile, et on parlait de Scrum et de Kanban, qui sont deux, pour résumer, de méthodologie agile en informatique. Et on lui demandait lequel préfère, sachant que nous, on travaillait sur Kanban. Et du coup, il explique, ouais, le Scrum c'est bien, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et après, Kanban, il dit, ouais, c'est bien aussi, puis il se gratte. Hein.
Donc là, oui, bon, j'ai vu le graphique, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne me dit pas. Et du coup, je lui ai posé la question, t'aimes pas quand vraiment brut, je pose la question de façon brute. Puis là, il m'a expliqué que, en fait, chaque fois qu'il avait utilisé cette méthodologie, il y avait toujours eu des problèmes de communication parce que les gens communiquaient relativement peu. Donc, point positif pour moi, parce que ça veut dire que en gros, si je vois que quelqu'un n'est pas à l'aise dans l'équipe, il me dira en quoi il est pas à l'aise. Et ça, c'est un truc qui me rassure beaucoup dans l'entretien, parce que j'ai très peur des gens qui vont pas, qui vont garder un sujet et le ruiner pendant des heures et des heures et des heures, enfin des jours et des jours et des jours. Et je pense que lui, ça l'a rassuré aussi sur l'organisation, parce qu'on a pu lui apporter, pu lui expliquer comment c'était. Et, et voilà. Donc, voilà, deux petites anecdotes. Et du coup, le questionnement est important. Dans tous ces cas-là, je vais laisser Louis-Augustin prendre la parole sur ce sujet. Alors, on aborde la dernière partie de ce webinaire avant de pouvoir échanger et de répondre à vos questions et réponses. Cette dernière partie va être consacrée au questionnement. Le questionnement, c'est un point important des entretiens. On va voir plusieurs choses. Alors, on a l'habitude de dire en négociation qu'il n'y a pas de bonne réponse, qu'il n'y a que des bonnes questions. On a aussi l'habitude de dire, mais ça c'est pas forcément lié à la négociation, mais qu'il n'y a pas de questions bêtes, seules les réponses le sont. Tout ça pour dire qu'en effet, je pense que c'est très important, à mon avis, je ne vous apprends rien en disant ça, que poser des questions et la synergologie aide à ça. Poser des questions, c'est très important. Poser des bonnes questions, c'est probablement un peu plus compliqué. Ça étant dit, il faut surtout pas se réfréner dans ces questions. Alors, j'entends qu'il y a plein de types de questions différentes et souvent mes clients me disent, les clients disent, mais il faut privilégier les questions ouvertes aux questions fermées parce que les questions fermées s'enferment, parce que les questions fermées c'est plutôt négatif, parce que ceci, parce que cela. Sans rentrer trop dans le détail des différents types de questions en soi, pour revenir sur ce point-là, je pense que les questions ouvertes et les questions fermées sont très complémentaires. En effet, les questions ouvertes vont probablement peut-être plutôt au début d'entretien lancer l'échange, lancer la discussion, vont permettre de collecter de l'information, etc., etc. Là où la question fermée va permettre de réorienter, d'être sûr qu'on est bien du bon côté du 6 ou du 9 en sachant que voilà, on a bien la bonne vision de la chose en termes de mission, en termes d'objectifs, en termes de fiches de poste, etc. Donc, si par hasard c'était le cas, je pense que les questions ouvertes et les questions fermées, notamment, si on fait un petit focus sur ces deux catégories de questions, sont vraiment complémentaires, sont vraiment importantes. Je pense également qu'il faut poser toutes les questions qu'on a en tête, dès lors qu'elles sont bien sûr importantes pour le légal et importantes pour l'échange. Cela étant dit, on a parlé un peu de biais cognitif, on a parlé un peu d'intuition. L'homo sapiens sapiens étant un être émotionnel, et ce n'est pas le seul, les émotions peuvent nous avoir, enfin, ou en tout cas peuvent nous orienter pendant l'échange. Donc, ayons en tête que là encore, on peut être un petit peu biaisé dans nos questions et il faut essayer, je pense, de les garder le plus objectifs possible sans avoir envie. Il y a différents effets qu'on n'a pas trop le temps de creuser ici, mais l'effet Othello, l'effet Pygmalion, par exemple, qui vont nous aider à vouloir poser des questions pour confirmer certaines informations qu'on a envie d'avoir ou certains avis qu'on a. Donc, essayons de garder les questions les plus objectives possibles, les plus ouvertes possibles, et de les confirmer avec des questions plutôt fermées. On a parlé beaucoup de synergologie, on a essayé de vous donner un certain nombre de détails. On a vu certains signaux, on a vu la configuration d'un bon espace, tant que ce soit possible d'entretien. Cela étant dit, vous avez compris un petit peu maintenant ce qui se passe, les grandes catégories de gestes qu'on voit au niveau de la tête en l'occurrence. Vous êtes en mesure de nous demander, mais alors du coup, quand on observe ces changements, que Renaud nous a si bien partagé, quand on observe ces changements comportementaux, ces changements d'attitude, que faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'en effet, nous, on n'est pas synergologue, donc en effet, vous ne serez probablement pas en mesure de rentrer dans un niveau de détail très profond. Cela étant dit, dès lors que vous avez mesuré ce niveau de changement, eh bien, et du coup, vous avez un doute ou que ça vous questionne, eh bien, posez une question. Posez une question pour savoir. Vous voyez, on a un peu comme en médecine, pour poser un diagnostic, il y a assez peu de symptômes qu'on appelle pathognomoniques. Un symptôme pathognomonique, c'est un symptôme qui se suffit à lui-même pour forcément dire que le médecin dit, tiens, il y a ce symptôme-là, il y en a d'autres, mais il y a au moins celui-là, je suis sûr à 100% que c'est telle maladie. En synergologie, on a ce principe-là avec une vingtaine d'items grand maximum, qui se suffisent à eux-mêmes pour traduire un horizon de sens, donc on est quasiment sûr. Par exemple, le N30, c'est le fait que de la sorte, ça traduit un rejet.
Donc, si la personne vous dit qu'elle est en train de rejeter, alors elle ne va pas forcément utiliser le mot rejet, mais elle traduit un rejet, et que pendant qu'elle le fait, mais ce n'est pas parce qu'elle ne le fait pas qu'elle ne rejette pas. Mais si pendant qu'elle vous parle du rejet, elle fait le N30, il y a congruence, l'horizon de source est donc validé, et en effet, elle rejette vraiment. Mais par contre, si elle vous dit qu'elle est complètement d'accord et que vous voyez ce signe de rejet, alors qu'elle est pleinement concentrée, que vous la sentez présente avec vous, etc., et bien là, il va y avoir une problématique, et là, vous allez pouvoir questionner pour savoir, et puis pour amener l'individu s'il a envie, parce qu'on ne lit dans la tête de personne et on est en mesure de forcer personne à faire quoi que ce soit. Donc, à condition qu'il ait envie de vous le dire, vous allez pouvoir poser des questions pour essayer de creuser, pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, je vous ai mis ce petit screenshot d'une intervention de Nicolas Sarkozy, alors président de la République en 2010, me semble-t-il. Il est interviewé par Claire Chazal et David Pujadas dans une interview que j'aime bien à ce moment-là parce qu'il dit, je cite, oui ou non, Madame Chazal, la commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal? Il attend un petit peu, Claire Chazal ne le comprend pas, elle pense que c'est une figure rhétorique. Il renchérit quelques secondes après, oui ou non. Elle répond toujours pas, et quelques secondes après, en ayant un geste figuratif, donc avec sa main, on le voit sur la fin, il montre son oreille, il dit « j'ai pas entendu ». Et là, Claire Chazal comprend que du coup, on attend une réponse de sa part, et en l'occurrence, elle va finir par répondre, bon, de manière un peu floue, parce qu'elle n'est pas une experte et qu'elle ne voudrait pas créer une polémique. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est d'abord qu'en effet, en l'occurrence, le geste figuratif qu'on appelle figuratif de Nicolas Sarkozy traduit son envie de savoir et donc il y a congruence. Il pose des questions, etc. Il le montre, donc c'est complètement congruent. Et en même temps, dernier point sur lequel j'aimerais rebondir, eh bien, il laisse des silences. Lesquels silences, souvent, sont assez mal perçus, parfois par les recruteurs, aussi souvent par les candidats, que ce soit au téléphone aussi souvent lors d'une présélection, lors d'une discussion, mais même aussi en face à face. Eh bien, on n'ose pas trop laisser de silence et je suis toujours subjugué de constater que essayez de laisser des silences, vous posez une question, vous avez une réponse, ça ne vous convient pas, vous avez l'impression que ce n'est pas assez détaillé, laissez quelques secondes de silence, alors pas quelques minutes, à moins que ce soit pas être un peu rude, mais laissez quelques secondes de silence et voyez à quel point est-ce que naturellement, normalement, le candidat va avoir tendance à de lui-même compléter et éventuellement réenchérir. Donc, je pense que les silences, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ça peut être un outil important à utiliser et ça peut être un outil pertinent à utiliser dans vos entretiens. Je terminerai cette partie en faisant à nouveau allusion au partenariat que nous avons avec Clever Connect dans le cadre de BLI et où, en l'occurrence, si tout va bien, d'ici quelques semaines ou peut-être quelques mois, on sera en mesure de vous aider parce que je crois que c'est une problématique qu'ont beaucoup de clients de Clever Connect, de travailler ensemble grâce à un outil à grande échelle d'analyse sur la pertinence d'un bon questionnement en fonction du contexte également. On a fini notre partie un peu théorique. On espère qu'on n'a pas été, ou en tout cas j'espère que je n'ai pas été trop rapide parce que c'est un sujet qui me passionne et j'avais vraiment envie de pouvoir vous donner un maximum de clés tout en étant le plus clair possible. C'est l'heure des questions et réponses maintenant. Donc c'est à vous. Alors je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Ouais, il y en a une pour toi là. Quelle est la différence entre la PNL et la synergologie? Alors c'est une bonne question qu'en effet j'avais vue. Merci à spectateur anonyme de l'avoir posée. Alors la PNL, donc la programmation neurolinguistique et la synergologie sont finalement assez complémentaires et assez différentes. Alors la synergologie, pour vous donner un petit peu d'étymologie, ça vient du mot syn, qui veut dire être ensemble, ergon, mouvement du corps, et logos, discours. Donc en fait, ça a ce point commun avec la PNL, qui est le discours au sens verbal du terme, à ceci près que dans la synergologie, on va vraiment voir le corps en mouvement, on va vraiment voir la gestuelle, le non-verbal, on va vraiment voir les micro-émotions dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, les micro-réactions, les démangeaisons, etc. Alors que la PNL, pas du tout. De l'expérience que j'ai avec la PNL et ma vision des choses, c'est qu'en fait, pour moi, la PNL est aussi surtout un outil de thérapie brève, un outil thérapeutique, un outil qui va permettre de lever des barrières, la clarification de l'objectif qu'on n'a pas du tout en synergologie, permet de rentrer dans un niveau de détail assez fort et qui permet de lever un tas de barrières mentales, un tas de blocages. Ça peut également être utilisé dans le cadre de phobies, etc. Enfin, il y a un côté thérapeutique bref, c'est-à-dire pas aussi détaillé, pas aussi poussé peut-être que
les psycho 4, psychanalystes, psychologues, etc., ça reste peut-être un peu plus en surface, quand bien même c'est de la vraie thérapie. Alors que la synergologie, on n'a pas du tout cette démarche thérapeutique, on a plutôt cette démarche d'observation, de questionnement, d'abord par rapport à nous-mêmes pour essayer de comprendre l'horizon de sens, mais aussi par rapport à la personne en l'occurrence. Donc en fait, de manière un peu simple, je pense que la PNL, c'est un outil peut-être un peu plus développement personnel, un peu plus thérapeutique, un peu plus verbal. Il y a du non-verbal, mais ça sans commune mesure avec la synergologie. Il y a un côté un peu qui a eu malheureusement, qui a été peut-être un peu plus décrié avec certaines utilisations un peu frauduleuses parfois aux États-Unis notamment. Mais il y a un côté très fort. Hein. Tony Robbins, je ne sais pas si vous avez Netflix, mais en tout cas, il y a un reportage sur lui où il fait des miracles. C'est un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est très fort. Et la synergologie, voilà, qui est beaucoup plus dans l'analyse et dans un niveau d'observation plus poussé. Merci. Je vous conseille fortement Tony Robbins. Je vais prendre la question d'après. Question de Sony. Quel est le degré de certitude de la synergologie? Est-ce quelque chose de mouvant qui est soumis à des évolutions sociologiques? Alors, le degré de certitude, en fait, si on part à la base, c'est ce qu'on appelle une science expérimentale. On entre plus dans ce cadre-là, c'est-à-dire que en gros, on observe, on valide, on observe, on valide, on essaie d'avoir un échantillon suffisamment grand pour tirer une information assez cohérente de mouvements répétés. Donc, typiquement, j'ai vu l'Augustin, il a fait, moi je me vois le faire assez souvent, le fait de se gratter sur l'arrière du cou et de se dire qu'il y a un non-dit, quelque chose qu'on ne veut pas exprimer. C'est quelque chose qu'on a observé des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Il y a beaucoup de papes, entre guillemets, de ces disciplines-là. Alors, tous ne s'appellent pas la synergologie. Hein. Il y a Paul Ekman, notamment, qui a beaucoup travaillé sur pas mal de sujets. Celui qui a inspiré la série Lie to Me, qui est assez connue maintenant. Donc, on a pas mal de gens, aussi Rachel Jack, enfin, on a pas mal de scientifiques qui ont étudié ces sujets-là, qui sont allés jusqu'à étudier des pygmées qui n'avaient jamais été en contact avec la civilisation au XXe siècle et voir si, en gros, le langage corporel était le même pour tout le monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même majoritairement universel. La plupart, on sait l'interpréter. C'est-à-dire, en gros, si je fais une mimique de tristesse ou de dégoût, vous allez la comprendre instinctivement. Vous n'aurez pas besoin de la synergologie, même si c'est quelque chose qu'on étudie en synergologie. Et après, en fait, c'est très difficile à cautionner scientifiquement parce que il faut voir ce qui se passe dans le cerveau, il faut étudier ce qui se passe dans le corps. Jusqu'à récemment, on pensait que le cerveau contrôlait le corps, alors que maintenant, on est en train de voir que c'est exactement l'inverse. Et en fait, scientifiquement, on rattrape ces sujets. Donc, ce que je vous ai expliqué sur les démangeaisons et le process qui va avec, c'est des nouvelles de ces dernières années. Hein. C'est pas quelque chose qu'on sait depuis les années 50. Hein. Ça date, je cherchais les références là hier. Il y a des études de 2019 hein, qui arrivent à peine à cette conclusion-là. Donc en fait, on a tout un ensemble d'observations qu'on a validées par des centaines, des milliers de répétitions. Et de l'autre côté, il y a la science qui rattrape les wagons au fur et à mesure que les capacités de calcul s'améliorent, qu'on étudie ces différents sujets. Donc, il y a toute une partie qui est avec un background scientifique très sérieux. Il y a toute une partie où il y a de l'observation. On a juste notre observation pour dire que ça marche. Mais nous, quand on apprend, en tout cas, ce qu'on fait beaucoup, c'est de l'auto-observation. Et l'auto-observation, nous, on voit ce qui marche sur nous. Et en fait, on a tendance à être convaincu en observant sur les autres ce qui marche sur nous. Donc voilà, je ne sais pas si ça donne une réponse satisfaisante, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses à l'heure actuelle. Nous avons ensuite une question sur que peut-on appliquer ou utiliser en visioconférence. Est-ce que tu veux le prendre? Moi, sinon, j'ai un avis sur la question. Mais... Alors, on va pouvoir se compléter. J'ai envie de dire oui, Sylviane, dans la mesure où où la vidéo est de bonne qualité et où les questions sont de bonne qualité et où il y a un échange, tout à fait. À ceci près qu'on l'a vu tout à l'heure avec les différents schémas de synergologie, on voit que la partie haute est a fortiori probablement que la tête. Donc en effet, il y a toutes les informations liées au reste du corps qui a priori ne sont pas visibles en visio, mais le contexte semble complètement cohérent. Renaud, si tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi je veux juste ajouter un petit truc, ça va être complémentaire. On va repartir sur la proxémie, mais ça joue aussi
en entretien vidéo, même quand on est au téléphone, en fait. Si vous observez les gens qui partent au téléphone, vous verrez toujours que, en termes de communication non verbale, ils sont toujours tournés vers un observateur qui est invisible, hein, mais on voit ce genre de comportement et il y a une vraie communication non verbale, même quand la personne n'est pas là. Et en entretien, alors là, je pense que c'est un bon exemple parce qu'en fait, vous avez Louis Augustin, il est face à sa caméra. Et il est assez proche de son écran. Je ne me vois pas, mais je pense que je suis un peu plus loin et je ne suis pas face à la caméra. Et en fait, vous avez dû voir, ça a une impression très, très différente. Et pour le coup, si je me mets très près de la caméra, vous, chez vous, vous allez avoir aussi cette impression aussi de vous sentir agressé, vous allez voir. Et si je me mets très en arrière, si je me mets 2 mètres, alors je peux pas parce que mon appart n'est pas assez grand, mais si je me mets 2 mètres en arrière de plus, vous allez voir que ça va vous déranger parce que je serai trop loin. Et oui, il y a un vrai, ça joue aussi, et il faut faire attention à cette notion de distance et ça peut mettre très mal à l'aise l'autre. Moi, j'aime pas trop quand il y a quelqu'un qui se met vraiment très proche de son écran et que je le vois comme ça, je me sens vraiment assez oppressé et j'aimerais vraiment pas passer un entretien de cette façon. Et après, bon, je vous ai dit, la majorité des démangeaisons se passe sur le visage, hein, donc là, oui, enfin, il y a un boulevard hein, pour utiliser la synergologie en visioconférence. Nickel. Du coup, Il reste alors, une question en et 2 l'occurrence minutes. deux. Et si tu veux passer les slides, Renaud, s'il te plaît. Euh, Il y a Florence qui nous demande donc, sur les histoires de positionnement sur le schéma, est-ce que le fait ah, d'être droitier-gaucher, cerveau droit, cerveau gauche, on a quel schéma tu inverse veux? d'analyse. Quel schéma tu veux? La fin? Non, non, le dernier slide, pardon. En effet, alors Florence, pour répondre à votre question, ça ne change rien. En fait, il s'agit, le lien droitier-gaucher, cerveau gauche, cerveau droit n'a pas d'impact sur la gestuelle. Ça va plutôt être le sens d'écriture. Donc, les orientaux qui, a priori, ont plutôt tendance à apprendre à écrire de droite à gauche et non pas de gauche à droite, là, ça va s'inverser. Mais pas pour le. En fait, c'est une question d'apprentissage de sens de l'écriture plus que de gaucher-droitier ou cerveau droit, cerveau gauche. Modulo le fait que quand on est gaucher-droitier, en effet, alors du coup, c'est moins pertinent, mais si je me gratte comme ça, ou si je me gratte comme ça, il y aura une mise à distance qui ne sera pas la même, mais au-delà de ça, dans les grandes lignes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Constance nous a posé une question, et puis il y avait aussi un point William? de William. Oui, alors je vais répondre à William. Alors, la question, c'était est-ce que si on a quelqu'un formé à la communication non verbale en face de soi, on peut se faire manipuler, c'est ça que j'avais compris. Là-dessus, en fait, il y a un truc qu'il faut quand même qu'on précise, c'est qu'on ne fait pas de la magie et que en fait, c'est difficile d'observer et de se concentrer en même temps. Moi, je ne sais pas le faire, hein. Si je parle, je ne regarde pas ce qui se passe en face de moi. Et si je suis très actif dans la réflexion, je n'aurai pas les capacités cognitives pour voir ce qui se passe en face de moi. Et en fait, c'est quand même assez difficile, hein. Ça demande un très, très, très gros entraînement pour réussir à maîtriser sa communication. D'ailleurs, c'est quasiment impossible. Le fait de se gratter le visage, c'est un truc dont on parlait tout le temps, mais c'est vraiment un réflexe, hein, le fait de se gratter. Et si on ne se gratte pas, d'ailleurs, c'est hyper douloureux. Ça va nous embêter pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et c'est vraiment très, très, très difficile de contrôler sa communication. Donc, non, enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un en face de moi, sinon qui était formé à ce genre de discipline. Pour préciser peut-être un petit peu avant d'arrêter, il y a énormément, enfin en tout cas moi je vois énormément sur mon LinkedIn à l'heure actuelle d'articles scientifiques qui expliquent en effet à l'heure actuelle, que ce soit avec les masques ou en tout cas en étant en pandémie, qui expliquent pourquoi est-ce que c'est quasiment impossible, même si il faut pas le faire, de se toucher le visage, masque ou pas masque, pour essayer d'éviter de propager les microbes. Autre petit point pour compléter ça, en fait, je rejoins complètement Renaud. J'ai tendance à penser que si vraiment, je vous parlais du N30 tout à l'heure, on voulait s'entraîner à essayer de ne pas le faire, probablement qu'après quelques mois ou quelques années, on en serait capable. Mais ce qu'il vous a dit, c'est que cette pression cognitive serait toujours présente et que si le rejet ne se manifeste pas avec le N30, il se manifestera corporellement à un autre moment. On a fait hier une intervention avec les joueurs de poker avec lesquels je travaille de temps en temps, même quand ils essaient de faire du poker face, il y a des choses à voir. Je crois qu'il nous reste une question ou deux avant de devoir malheureusement partir. Constance, Florence. Alors, Constance, ah non, alors Florence, on est bon. Et Constance, comment appliquer une analyse synergologique à un entretien visio? Bien souvent, nous avons un visage zoomé en guise de candidat. J'ai l'impression que Constance, alors merci pour votre question, ça reprend un petit peu la question qu'on a eue un peu plus tôt.
on voit qu'une partie du corps, les informations qu'on voit au niveau du visage, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma entre le corps et la tête, mais il y a énormément de points au niveau du visage et de surcroît au niveau du nez, qui sont des zones qu'on voit normalement plutôt bien, plutôt très bien via visio. Même si la qualité n'est pas très bonne, on voit que la personne a tendance à se gratter à tel ou tel endroit. Donc en fait, sauf soit on n'est pas capable, et à ce moment-là, du coup, l'analyse synergologique ne permettra pas d'avoir une conclusion à tel ou tel point. Mais dès lors qu'on voit, parce que la qualité est bonne, parce qu'on voit telle ou telle microdémangeaison sur telle ou telle question, eh bien, on sera en mesure de dire on sera en mesure d'appliquer les recommandations et les observations qu'on fait. Et donc du coup, parce que je ne sais pas si ma réponse était claire, mais si on n'est pas en mesure, si on n'arrive pas, parce que c'est trop zoomé, parce que l'équipe n'est pas très bonne, on ne fera pas, on se retiendra. Voilà pour les questions. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une Il est différence entre... 15h33. Ouais. Alors Aurélie, rapidement, est-ce qu'il y a une différence entre se gratter et se toucher légèrement? Il y a une différence. Oui, plus on se gratte fort, plus il y a vraisemblablement de la tension. Plus c'est léger. D'ailleurs, le fait de se toucher ou de s'effleurer ou de se gratter n'a pas forcément la même signification. Se gratter, c'est avoir une connotation peut-être plutôt tendue, alors que se toucher a un côté parfois lascif quand c'est dans les cheveux, ou en tout cas plutôt une caresse qui peut être plutôt positive. Donc oui, il y a des différences. Il est 15h33. Malheureusement, il va falloir qu'on passe à d'autres occupations. Cela étant dit, vous avez nos contacts. On reste bien sûr disponible pour échanger avec vous. Un grand merci à Clever Connect également, mais à tous les participants pour vos interrogations, pour vos observations, pour vos retours. À très bientôt avec plaisir. Voilà, si vous voulez continuer les échanges sur LinkedIn, par téléphone, etc., ce sera avec grand plaisir. Oui, merci à tous et surtout merci à Alice pour l'organisation. Merci à Alice, merci à Edouard. Et Caroline. À Caroline, exactement, notamment. Et merci Renaud. Merci Augustin. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir.